Dans les années 1470, les fronts entre la Bourgogne et les confédérés se durcissaient en raison d'intentions expansionnistes de part et d'autre. À tel point que Charles le Téméraire de Bourgogne a entrepris en 1476 une campagne contre la vieille confédération. Le 2 mars, il s'est heurté aux Suisses à Granson et a subi une nette défaite, mais n'a subi que des pertes mineures. Charles, assoiffé de vengeance pour cette humiliation, n'a pas tardé à mettre en œuvre ses plans de représailles. Il devait bientôt affronter une nouvelle fois les confédérés à Morat. Des historiens comme Christian Foligny considèrent la bataille de Morat comme la bataille décisive des guerres de Bourgogne. Elle était marquée par un court siège bourguignon, plusieurs fausses alertes et une attaque rapide et décisive de l'armée fédérale de secours. Cette vidéo est la 3e partie d'une série sur les guerres de Bourgogne et explique comment la recherche actuelle présente la bataille de Morat. Le 14 mars 1476, Charles le Téméraire est arrivé à Lausanne, où il a réorganisé son armée et a recruté d'autres troupes pour la renforcer. Au cours des 10 semaines suivantes, des troupes affluaient de toutes parts vers le camp bourguignon situé au nord de la ville. Charles a accordé une attention particulière à la reconstruction de son artillerie qui avait été perdue lors de la bataille de Granson. Le 28 mai 1476, l'armée, qui s'était considérablement agrandie, s'est mise en marche. Alors qu'elle était déjà en route, Charles n'était toujours pas sûr de la voie à suivre. Ce n'est que lorsque son armée a rencontré un détachement de la garnison bernoise de Morat, près d'Avenches, qu'il a décidé de s'emparer de cette ville et d'avancer contre Berne, qu'il avait identifié à juste titre comme le moteur de la politique hostile aux Bourguignons en Suisse. Charles s'est présenté le 9 juin devant les murs de Morat. Au cours des 2 jours suivants, les Bourguignons ont commencé à assiéger la ville. Charles a divisé son armée en 5 groupes, chacun chargé d'une mission. Les 3 groupes principaux étaient placés au sud de la ville, près du bois de Domingue, et se tenaient prêts pour une éventuelle bataille de terrain. Le 4e, commandé par le comte de Romans, et l'unité de réserve, commandée par Antoine le Bâtard de Bourgogne, le demi-frère de Charles, assiégeait la ville. Le centre du déploiement était le camp fortifié de Charles sur le Potemunzi, ou bois Domingue, une colline boisée qui domine la région. Comme une armée de secours suisse était plus susceptible de venir de l'Est, les Bourguignons ont construit la Grünag, une longue fortification de campagne équipée d'artillerie. En outre, ils tentaient de s'assurer des têtes de pont à Arberg, Gumenen et Laupen. Entre-temps, les Bernois, soutenus par Fribourg, Soleure et Bienne, avaient sécurisé des ponts stratégiques importants dans les environs et mis en place un réseau dense d'éclaireurs. En conséquence, ils étaient préparés lorsque Charles s'est avancé pour sécuriser les têtes de pont et l'ont repoussé dans le sang. Pire que ces défaites, Charles a pénétré en territoire bernois lors de son avancée. L'alliance défensive des confédérés est alors entrée en vigueur. Pendant que Charles préparait l'attaque de Morat, le noble bernois Adrian von Bubenberg préparait la défense de la ville. Il a renforcé les murailles, dont certaines parties sont encore debout aujourd'hui. Il a construit des fortifications de campagne aux alentours de la ville et a développé l'artillerie, principalement avec des pièces provenant du butin de Granson. Tandis que le côté terrestre de la ville était fortifié, le côté maritime restait ouvert comme voie d'approvisionnement.
En outre, les défenseurs ont apporté de la poudre et des vivres en grande quantité dans la ville. Morat était prête. L'artillerie d'Adrian von Buchenberg a accueilli les Bourguignons par un tir de barrage et leur a infligé de lourdes pertes. Mais Charles ne considérait Morat que comme une étape sur son chemin vers Berne et espérait une victoire rapide. Il a continué à pousser l'attaque, mais les défenseurs ont tenu bon. Mieux encore, il tenait les Bourguignons en haleine avec une défense très active. Il faisait régulièrement des sorties, maintenait un feu d'artillerie dense et réparait immédiatement les brèches dans les murailles. Mais malgré la résistance acharnée, les Bourguignons continuaient d'avancer. Les défenseurs sont parvenus tout juste à les empêcher de pénétrer dans la ville. Les hommes se fatiguaient de jour en jour et les remparts s'affaiblissaient de plus en plus. Mais le souvenir du massacre de Granson, où Charles avait exécuté toute la garnison après sa reddition, était encore extrêmement vivace. Il n'était donc pas question d'abandonner. Les défenseurs se sont battus pour leur vie. Les 17 et 18 juin, l'artillerie bourguignonne a intensifié ses tirs sur la ville. En 2 bombardements coordonnés, une partie des remparts sud était rasée. Les défenseurs ont mobilisé leurs dernières forces pour résister à l'assaut qui suivait pendant 8 heures. Mais c'est justement à ce moment désespéré que les attaques bourguignonnes ont soudainement pris fin. L'armée de secours suisse se rapprochait et Charles était contraint d'orienter son attention dans cette direction. Comme pour Granson, la mobilisation suisse a commencé trop tard. Le 5 juin, les Bernois ont demandé une première fois de l'aide, mais les autres cantons ont hésité. Ce n'est que lorsque les Bernois ont insisté, le 13 juin, qu'ils se sont mis en marche. Comme Charles le Téméraire avait entre-temps envahi le territoire bernois, il n'avait pas d'autre choix que d'accorder le soutien promis. Il n'a pas fallu longtemps pour que les premiers hommes arrivent au camp des Confédérés. Claudius Sieber-Lehmann, un expert des guerres de Bourgogne, souligne que les Alliés, en particulier la basse association et René II de Lorraine, avec sa cavalerie, ont joué un rôle décisif dans la bataille à venir. Les Uriquois étaient les derniers à arriver. Ils s'étaient précipités vers Morat au cours d'une impressionnante marche forcée de plus de 140 km en 3 jours. Les hommes d'Appenzell et de Saint-Gall, dont le chemin était encore plus long, sont arrivés trop tard pour la bataille. Au total, l'armée confédérée comptait environ 25 000 hommes, dont 1800 cavaliers. Avec 23 000 hommes, l'armée bourguignonne était légèrement inférieure en nombre, mais disposait de plus de cavalerie et d'artillerie. Charles voulait à tout prix éviter une nouvelle défaite. Il ne se laisserait pas prendre une nouvelle fois à contre-pied. Il a donc choisi le champ de bataille avec le plus grand soin. Il a opté pour le plateau au-dessus de Morat, sur lequel il pouvait positionner son artillerie de manière idéale. De plus, le terrain y était parfaitement adapté à sa cavalerie supérieure et le Grünhag protégeait le flanc est, d'où les Suisses étaient attendus. Charles s'attendait à l'attaque des Confédérés le 15 juin et a ordonné à ses hommes de se préparer à la bataille. Lorsqu'après 8 heures, aucune armée ennemie n'était encore en vue, les hommes étaient renvoyés dans leur camp. 2 autres fausses alertes ont eu lieu dans les jours qui ont suivi. De ce fait, non seulement la vigilance des soldats bourguignons a diminué, mais Charles se méfiait également de toute nouvelle concernant des Suisses qui s'approchaient. Il soupçonnait ces derniers de vouloir l'éloigner du siège. C'est pourquoi il a réagi trop tard lorsque les Confédérés ont effectivement avancé. Ce n'est que 2 jours après que l'armée de ses adversaires avait établi son camp à Ulmitz, une localité proche de Morat,
qu'il a ordonné à ses hommes de reprendre leur position de combat. Entre-temps, il voulait se rendre compte lui-même de la situation. Charles a entrepris une longue reconnaissance qui n'a débouché apparemment que sur une évaluation superficielle de la situation. Il n'a aperçu qu'une partie du camp suisse, ce qui le conforta dans l'idée que l'ennemi voulait détourner son attention du siège avec une petite troupe. Il ne tomberait pas dans le panneau. Il a renvoyé ses hommes qui, pour la 3e fois depuis des heures, attendaient entièrement équipés sous une pluie battante vers le camp. Bien que Charles ait été averti par ses conseillers, il n'a laissé qu'une garde de campagne composée de 2000 fantassins, d'une poignée de tireurs et de 1200 cavaliers au Grünhag. Selon Christian Foleny, Charles a ignoré les informations sur les mouvements suspects dans le camp suisse, qui étaient de plus en plus nombreux. Et même lorsque les intentions des confédérés étaient claires comme de l'eau de roche, il a ordonné seulement à ses hommes de revêtir leur armure et de se tenir prêts dans le camp. Cet ordre a été donné aussi mollement qu'il a été exécuté. La même nuit, les Suisses ont tenu un conseil de guerre et ont discuté de leur plan de bataille. Ils ne voulaient pas répéter leur erreur de grands ans. Les Bourguignons ne devaient pas s'en tirer une nouvelle fois à bon compte. Le conseil de guerre s'est mis d'accord sur le plan d'encercler et d'user l'armée ennemie. Comme par hasard, la Diète, l'assemblée des délégués des localités et des cantons de l'ancienne Confédération, avait adopté peu avant un nouveau règlement militaire. Celui-ci interdisait de faire des prisonniers, car la perspective d'une rançon élevée incitait de nombreux hommes à se concentrer sur la capture d'un ennemi plutôt que sur le combat. À la fin, tout le monde était d'accord. Si l'on parvenait à vaincre l'ennemi en rase campagne, cela mettrait fin au siège de Morat. Le matin du 22 juin, un groupe de reconnaissance suisse s'est avancé en direction du camp bourguignon. Il a constaté que seule la garde de campagne était à son poste. Cela correspondait bien au plan des Suisses et ils ont avancé dans les heures qui ont suivi jusqu'à la forêt à l'est de la route de Salvenach à Bourg. Là, ils se sont préparés à la bataille à l'abri des arbres et certains des chefs suisses étaient anoblis. Vers midi, la pluie a cessé et les hommes dans la forêt ont pris les armes. Comme prévu, l'avant-garde composée principalement d'hommes de Berne, Fribourg et Schwyz et la cavalerie ont avancé en premier pour attaquer directement le Grünhag. Dès qu'ils sont entrés en terrain découvert, ils ont été frappés par une pluie de flèches et de balles qui ont causé des dégâts considérables. La résistance farouche des défenseurs a rapidement stoppé l'attaque sur le Grünhag. Mais les Schwyzois, c'est-à-dire les soldats suisses provenant du canton de Schwyz, ont réagi immédiatement et ont contourné l'obstacle sur le côté droit pour attaquer l'ennemi par derrière. La manœuvre était couronnée de succès. Après un combat sanglant, ils ont pris le Grünhag. La voie vers le camp bourguignon était maintenant libre. Afin d'éviter que les ennemis ne se regroupent, l'avant-garde a immédiatement chargé et abattu tout ce qui se trouvait sur son chemin, tandis que la cavalerie se préparait à combattre les cavaliers bourguignons. Quelques instants plus tard, la principale force de 15 000 hommes, commandée par Hans Waldmann de Zurich, est sortie de la forêt et a chargé le long du flanc droit des Bourguignons afin de les encercler, puis de resserrer pas à pas l'encerclement mortel. Lorsque l'alarme était donnée dans le camp bourguignon, il était déjà trop tard. Les Suisses se trouvaient déjà devant les tentes et les Bourguignons non préparés devaient se battre là où ils se trouvaient. Il était impossible de penser à une formation correcte.
Les Bourguignons ont résisté désespérément, mais en vain. Ils étaient dépassés par les Suisses. La cavalerie de Charles était la seule exception. Ce n'est qu'avec l'aide de la force principale que les cavaliers lorrains sont parvenus à repousser les attaques contre eux. Le premier coup porté par les Suisses était rapide, dur et décisif. Charles était abasourdi. Sans pouvoir changer quoi que ce soit à la situation, il s'est tourné vers la fuite avec ses hommes. On dit que seule la rapidité de son cheval lui a sauvé la vie. Alors que l'avant-garde des Confédérés se lançait à la poursuite des fuyards, le reste des Suisses a achevé l'encerclement. Ils ont atteint le lac à Greng et à Faug et ont resserré de plus en plus l'étau, tandis que les Bourguignons livraient un dernier combat désespéré et tentaient d'échapper à l'encerclement mortel. Seuls quelques-uns y sont parvenus. La plupart d'entre eux étaient abattus par les Confédérés ou poussés dans le lac. Sur le lac, 2 bateaux de Morat attendaient ceux qui nageaient pour sauver leur vie. Voyant la tournure que prenait la bataille, Adrien de Bubenberg a rassemblé ses hommes pour une dernière sortie. Ils ont attaqué les hommes d'Antoine de Bourgogne au sud-ouest de la ville et les ont occupés jusqu'à ce que l'encerclement soit terminé. Les hommes du comte de Romans, qui se trouvaient de l'autre côté de Morat, n'étaient tout d'abord pas affectés par la bataille et continuaient même à tirer sur la ville avec leurs canons de siège. Lorsqu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont immédiatement pris la fuite. Le massacre n'a pris fin que vers le soir, lorsque l'armée bourguignonne était totalement anéantie. Les pertes bourguignonnes s'élevaient à environ 10 000 à 12 000 hommes, tandis que les confédérés n'avaient perdu que 410 hommes. Le butin trouvé dans le camp bourguignon n'était certes pas aussi important qu'à Granson, mais il était tout de même considérable. Selon l'historien Claudio Siba Lehmann, la bataille de Morat a favorisé la réputation des Suisses en tant que combattants compétents et a fait comprendre à de nombreux souverains européens que leurs armées, bien que composées principalement d'infanterie, pouvaient rivaliser avec les forces armées les plus modernes d'Europe. L'âge d'or des mercenaires suisses commençait. Malgré la catastrophe de Morat, Charles ne s'est pas avoué vaincu. Il voulait battre les Suisses avec leurs propres armes, à savoir une armée basée sur l'infanterie, et s'est remis à recruter. Mais Charles avait perdu une grande partie de son autorité à Morat et une grande partie de ses vassaux refusaient de le soutenir. C'est justement à ce moment-là qu'une révolte contre les Bourguignons a commencé dans les régions occupées de Lorraine. Les garnisons tombaient, les unes après les autres, aux mains des rebelles, et Charles n'avait pas d'autre choix que de s'occuper d'abord de ce problème. Il a rassemblé immédiatement le reste de son armée pour réprimer la révolte. Mais René de Lorraine et ses alliés suisses étaient prêts à mettre une nouvelle fois des bâtons dans les roues de Charles.